Bien, rebonjour à toutes et à tous. Non, je ne lâcherai pas le micro, enfin, si, rassurez-vous quand même à un moment donné, mais c'est vrai que tous ces débats qu'on a préparés avec la rédaction de la Tribune sont passionnants. Nos invités ont beaucoup à dire et on arrive quand même à la fin puisque c'est la dernière table ronde de cet après-midi. Avant, vous le savez, la remise des prix du concours des talents de l'année, du concours 10 000 startups pour changer le monde, qui seront remis à l'issue de tous ces débats. Alors, on a voulu terminer en parlant du mot de l'année, enfin de l'année 2020, sans doute de la décennie 2020, le mot souveraineté. Et la thématique de cette table ronde, c'est la souveraineté peut-elle se gagner par la technologie et est-ce qu'elle est possible finalement à l'échelle de la France et de l'Europe? Alors on l'a vu évidemment le drame de la crise sanitaire sur la question des masques, sur la question des respirateurs. On a vu qu'on n'était pas prêt. On est en train de le voir sur la question des vaccins. Mais on le voit aussi, on le sentait venir, cette tendance avant la crise, que du point de vue de la technologie aussi, la France et l'Europe avaient sans doute pris, alors qu'elles avaient tout pour réussir, face à la Chine et face aux États-Unis, un train de retard. Alors peut-on rattraper ce retard? Pour en parler, sont avec nous, à côté de moi, Lionel Canesi, président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. À côté de lui, Kevin Polizzi, qui est le directeur général B2B d'Iliad, mais qui a fondé à Marseille, dont il est l'un des corélégionnaires avec notre ami Lionel Canesi, une entreprise qui déjà travaillait dans ce domaine qui s'appelle Jaguar et qui a été reprise donc par Iliad. On en parlera. À ma gauche est avec nous également Sophie Proust, que j'ai le plaisir d'accueillir et qui est la CTO monde d'Atos, c'est très impressionnant, c'est-à-dire la Chief Technology Officer. Vous travaillez sur toutes les grandes technologies du futur et on va en parler avec vous. Et enfin, avec nous à distance, on a le plaisir d'accueillir le directeur général groupe des marchés primaires et du post-marché Euronext Paris, Anthony Attia. Bonjour Anthony, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je l'entends très très bien, bonjour. Merci. Donc tout le monde est au complet. On a une petite trentaine de minutes pour essayer de savoir si la souveraineté peut se gagner par la technologie. Et pour commencer peut-être avec vous, Sophie Proust, de quelle technologie parle-t-on? Et finalement, sur quoi travaillez-vous, en particulier vous, chez Atos? Quel futur est en train de se dessiner à l'aube de ces années 2020 avec l'intelligence artificielle, avec le quantique, etc. Voilà. Donc merci. Et, écoutez, effectivement, je pense que le thème est intéressant parce qu'aujourd'hui, on voit bien que tout est drivé par la technologie. Et comment maîtriser effectivement cette technologie pour assurer la souveraineté, donc pour assurer son destin, en quelque sorte. Donc vous me demandez de parler des technologies. J'ai envie de les segmenter en trois parties. Une partie que j'appellerais la partie matérielle, donc tout ce qui est hardware. Et donc là-dessus, on parle des capacités de calcul. Donc en premier lieu, finalement, les processeurs. Et donc aujourd'hui, l'Europe est en train d'investir pour se doter d'un processeur européen avec le projet EPI, European Processor Initiative. Donc Atos lead ce consortium. Donc ça, c'est la première brique. Ensuite, on peut parler et j'ai entendu tout à l'heure que c'était évoqué, le calcul haute performance. Le calcul haute performance, c'est quelque chose de fondamental dans beaucoup de parties de l'industrie, que ce soit la santé, pour améliorer les soins, trouver des vaccins, trouver des nouveaux médicaments, penser à l'évolution du vieillissement des populations. Pour parler de climat aussi, finalement, quel va être l'impact des hommes sur le climat, quelle va être l'évolution, comment analyser les grands changements. C'est aussi fondamental pour l'industrie. Donc, digitaliser tous les process de fabrication en aéronautique, en automobile, en énergie. Et puis, pour finir, la défense et la sécurité, où là, on a besoin de garantir la fiabilité dans le temps et la durabilité de notre dissuasion. Donc, donc le calcul haute performance, c'est fondamental. J'en parle parce qu'en fait, Atos est leader européen en la matière. Vous parliez de quantique, donc effectivement, il faut regarder la suite parce qu'aujourd'hui, on sait qu'avec la fin de la loi de Moore, donc on va plus pouvoir doubler les capacités, la performance. Donc, on cherche de nouvelles solutions. Le quantique en est une qui va être bientôt intégrée dans les clusters de haute performance. Donc, maîtriser le matériel. Et comme vous voyez, avec les exemples que je vous en ai donnés, en Europe, on est présent.
Ensuite, il y a le logiciel. Donc le logiciel, on peut commencer à parler de l'open source. Donc ces communautés qui travaillent en commun. Et là encore, l'Europe est présente. Je noterai la communauté Feeware, par exemple, qui travaille sur les protocoles pour les objets connectés. On continue avec IDSA, qui est International Data Space Association, qui continue aussi à travailler sur comment finalement échanger de la donnée de façon sécurisée. Et puis l'intelligence artificielle, vous en avez parlé. Donc chez Atos, ce que l'on fait, c'est qu'on prône une intelligence artificielle responsable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire une intelligence artificielle industrielle, donc qui peut scaler, une intelligence artificielle robuste, ça veut dire qu'il va dans le temps s'adapter à son environnement, une intelligence artificielle éco-responsable qui fait attention aux problématiques de décarbonation, et puis une intelligence artificielle éthique et juste. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième partie des technologies, c'est le logiciel. Et puis la troisième partie, ce sont les data, les données. Aujourd'hui, on est vraiment rentré dans une ère de la donnée. Donc la problématique, c'est finalement comment je structure ces données, comment je les échange de façon sécurisée pour apporter de la valeur finalement et de l'application. Et donc on revient un peu au logiciel et on revient au matériel parce que tout ça s'exécute sur du matériel. Donc voilà, c'est toute cette maîtrise-là qui va nous permettre de gagner et de garantir la souveraineté. Et alors, quand on voit toutes ces questions-là, où se situe l'Europe on sait qu'on a parmi les meilleurs chercheurs du monde, les meilleurs mathématiciens sont souvent français, mais on nous les vole, soit chez les grands GAFA américains, soit chez les BATX, parce que c'est souvent là qu'ils gagnent le plus d'argent ou qu'ils ont le plus de moyens simplement pour se développer. Où se situe l'Europe et est-ce que là où on a perdu la première bataille, peut-être celle des data effectivement et des grandes plateformes, on peut regagner, d'après vous, par ces enjeux de souveraineté notamment, la bataille de la technologie des années 2020 ? Oui, moi je pense qu'on est présent, je vous l'ai dit, dans le matériel, dans le logiciel. Là, il y a un phénomène très important qui arrive finalement, c'est avec la commodisation des infrastructures. Donc en fait, toutes les infrastructures cloud, finalement, on peut les voir comme de la commodité. On est capable de l'instancier as a service et au-dessus, finalement, on crée la vraie valeur avec les données. Et alors justement, les initiatives européennes telles que Gaia-X et IDSA prennent tout leur sens et pour pouvoir justement fédérer des écosystèmes d'innovation autour de ces données. Lionel Kennedy, je me tourne vers vous parce que lors des experts comptables, vous avez travaillé, vous avez fait un rapport avec un certain nombre de mesures pour contribuer au développement économique du pays dans la sortie de crise. L'un des sujets importants, et c'est pour ça que vous êtes là avec nous, c'est le sujet de l'indépendance économique. Alors, on peut en parler du point de vue de la tech pour les très grands groupes et pour toutes ces avancées futures. Il faut également en parler pour toutes les PME, TPE, toutes les entreprises aujourd'hui sont confrontées à cette technologie. Est-ce qu'elles sont armées pour faire face, d'après vous ? Déjà, on vit une crise sans précédent et c'est de ces crises, de ces moments-là où on doit se poser pour préparer la reprise et préparer le monde de demain. Je crois que de ces crises, c'est là que naissent les belles initiatives, les belles aventures. On a lancé au niveau de l'ordre des experts comptables une grande consultation qui a amené 50 propositions pour la relance, parce que c'est maintenant qu'il faut qu'on prépare la relance de demain pour nos TPE-PME qui sont le poumon économique de notre pays. Qu'est-ce qui ressort de ces propositions ? La nécessité de passer d'une fiscalité punitive à une fiscalité incitative. Emmenons les petites entreprises, les TPE, vers les sujets d'avenir. Je parle bien évidemment du numérique, de la technologie, mais aussi de toute l'écologie. On ne peut pas faire l'impasse sur ces sujets. Je crois que ce qui nous relie tous sur cette planète, c'est l'envie de transmettre à nos enfants un monde dans un état au moins, une terre dans l'état au moins dans celle où on l'a trouvée, et si c'est possible, dans un meilleur état. Ça doit tous nous lier. Et donc, je pense qu'on doit avancer sur ces sujets. Donc, prenons l'exemple de l'écologie. Aujourd'hui, une TPE-PME, un chef d'entreprise, quand il veut changer son véhicule, il va se poser la question du thermique ou de l'électrique.
Est-ce que l'électrique aujourd'hui, qui semble être plus vertueux que le thermique, est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est plus économique? Est-ce qu'il a des avantages? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, si je prends un véhicule thermique qui a un peu trop de chevaux ou de CO2, j'ai une fiscalité punitive, on me taxe. Rien ne m'aide à aller vers l'électrique. Donc si on mettait par exemple la déduction de la TVA, un amortissement supérieur, on aiderait, on inciterait. Et je crois qu'il faut qu'on avance là-dedans parce que notre pays est trop dans la punition et pas assez dans l'incitation. Et puis après, bien évidemment, on a en ce moment une espèce de monde défaitiste. On va avoir des dépôts de bilan catastrophiques. L'économie française va se retrouver dans un état. Alors les mêmes qui au mois de juillet disaient qu'à la rentrée ça allait être catastrophique, maintenant c'est le printemps où ça sera juillet. Vous savez, moi je fais partie de mon point d'observation privilégié de l'économie, parce que les experts comptables, nous sommes les économistes du quotidien. Je pense qu'il manque juste une étincelle si on veut allumer le feu de la relance. Il nous faut un plan de relance, on l'a. Il nous faut une campagne de vaccination massive, et on voit les pays qui ont réussi leur campagne de vaccination qui commencent à sortir des difficultés. Et puis il faut qu'un choc de consommation, parce qu'il faut que pour relancer l'économie de nos TPE-PME, il faut que les Français consomment. Et s'ils peuvent consommer local, c'est encore mieux, parce que consommer local, ça revient aussi à sauver son emploi. Et ça, pour moi, c'est un sujet qui est capital. Donc le sujet de la souveraineté, pour vous, de l'indépendance, elle passe par la proximité. Finalement, vous faites ce lien. Indépendance par le local, la proximité, les circuits courts. Si on veut vraiment relancer l'économie de notre pays, si on commence par acheter, parce qu'on va gagner 1 euro sur Internet, des produits qui arrivent de l'autre bout du monde, donc avec un coût carbone, l'argent ne reste pas dans le circuit économique local. Donc ça veut dire, quelque part, si on consomme local ou européen, on va sauver l'emploi des Français. Il faut que les Français intègrent ça. Consommer local, c'est sauver son emploi. Consommer très loin, ça quelque part, ils économisent de l'argent, mais ils vont le perdre derrière. Donc la souveraineté, elle est là. Et consommer des technologies françaises et européennes, on en parlait un peu, c'est un des enjeux. C'est ça. Alors Kevin Polizzi, justement, alors, vous avez partagé avec Lionel Canesi cette origine marseillaise, mais vous êtes un Marseillais qui vient de vendre son entreprise, mais pas à l'étranger, qui vient de vendre son entreprise à un Français. Vous avez fait le choix de la souveraineté, vous avez fait le choix du développement économique. Est-ce que vous pouvez nous raconter quand même en quelques mots, de Jaguar à Iliad, finalement, ce parcours que vous avez fait? Bonjour à tous. Écoutez, c'est assez simple finalement. La technologie, c'est ce qui va nous permettre d'allumer l'étincelle que Lionel cherche. C'est vraiment cette relance qui va être permise par la technologie. Et là, à un moment, quand on est entrepreneur, on est aussi responsable. Avoir inventé des infrastructures de cloud, on a construit des data centers, on a déployé des réseaux de fibres, on a construit des moteurs d'IoT qui sont d'abord open source et compatibles avec nos enjeux européens. Mais lorsqu'on a besoin d'amener l'entreprise à l'échelon d'après, quand on a finalisé finalement ces étapes technologiques, il faut un partenaire industriel. Et il faut un partenaire industriel qui nous ressemble. Et donc, cette société que j'ai créée, Jaguar Network, à Marseille, mais aussi à Nantes, mais aussi à Lyon, mais aussi à Paris, on l'a déployée nationalement. Et puis, dans le coût d'accélérateur supplémentaire, il fallait que toutes ces technologies-là, on sache les déployer à l'échelle des PME, à l'échelle des ETI, à l'échelle des grands comptes. Et pour nous, le facteur clé de succès, c'est la connectivité. C'est la capacité à fournir des liaisons à très haut débit, à un coût très faible, avec beaucoup de technologies embarquées. Et donc, il y a 2 ans, on a fait une place au groupe Iliad, à Xavier Niel, au sein de notre capital. Moi, je suis resté actionnaire et dirigeant de la structure. Pourquoi ? Parce que toutes les technologies qu'on avait développées chez Jaguar Network, je voulais les insérer au cœur d'une Freebox. Mardi dernier, on a lancé la Freebox Pro, qui est en fait une Freebox dédiée au B2B, dédiée aux entreprises, dédiée aux collectivités, qui va venir embarquer une couche de connectivité à 10 gigas, de la téléphonie mobile, de la 5G, un backup 4G, parce que cette disponibilité du lien, c'est quelque chose d'essentiel, mais pas que. De la sécurité informatique, de l'anti-ransomware, du stockage, un serveur de fichiers local, une réplication dans le cloud. On est arrivé à un stade où la technologie commence à maturer, du moins pour celle qui est fondamentale, qui est essentielle. L'enjeu numéro 1, c'est de continuer à faire de la R&D sur le quantique, sur l'IoT,
sur l'accompagnement énergétique, ce qu'on entendait à la table ronde précédente, mais aussi de diffuser très 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 largement la technologie. Gutenberg a fait l'impression, chaque génération a sa révolution majeure. Notre responsabilité, c'est de mettre la fibre optique dans les mains des entreprises. Et donc, qui mieux que le groupe Iliad, inventeur de la Freebox, inventeur de Free Mobile, qui aujourd'hui, finalement, après ces deux étapes, il y a 10 ans le mobile, il y a 20 ans la Freebox, aujourd'hui le B2B. Et le B2B, ça va nous permettre de fournir de la connectivité des services aux entreprises, mais aussi de nouer des partenariats avec des entreprises qui vont pouvoir, comme vous le disiez très justement, profiter de cette connectivité pour mettre des services dans le cloud et continuer à déployer. La souveraineté, elle est aussi technologique. On a évidemment acheté une partie des composants en Asie, mais on fait fabriquer les box à Cherbourg, le logiciel à Marseille, les équipes d'ingénierie réseau à Paris. Et donc, comme vous le disiez tout à l'heure, il faut aussi faire tourner ça localement. On n'a aucun intérêt de donner nos logiciels aux Asiatiques parce qu'on sait que malheureusement, en général, quelques semaines après, on trouve la copie pas très loin de chez nous. Merci beaucoup, Kevin. Alors, le temps passe. Je pense qu'on a évoqué que le nerf de la guerre, effectivement, dans la question qui nous est posée, la souveraineté peut-elle se gagner par la technologie, ce sont évidemment les cerveaux, et on en a. On en a parlé un petit peu. C'est de l'énergie, c'est un état d'esprit d'entrepreneur, on l'a vu. Mais c'est également l'argent. Alors, avec Anthony Attia, on voudrait parler un petit peu de finance quand même et de bourse, parce que c'est pas un gros mot de parler de la bourse, notamment de la bourse Euronext, qui déploie toute une stratégie. Et si on vous a proposé, Anthony, de venir témoigner dans notre débat, c'est parce que il y a beaucoup. Alors, vous allez parler de l'écosystème du financement de la technologie en France. Où est-ce qu'il en est? Et puis, on a ce rêve, on voit le Nasdaq aux États-Unis, c'est quand même la bourse qui a le plus profité de la crise. On a vu les cours de toutes les grandes boîtes de la technologie américaine exploser depuis un an, et on a envie d'avoir le même type de comportement boursier qui intéresse, qui éduque finalement les investisseurs, les épargnants au risque. On parle beaucoup de qu'est-ce qu'on fait de notre épargne en ce moment. Si on pouvait en partie contribuer à développer une souveraineté technologique européenne, notamment par la finance, ça serait peut-être une façon de refaire de la finance notre ami. Anthony, je vous ai lancé, vous avez 5 minutes pour nous convaincre qu'un Nasdaq européen est possible. Merci. Alors moi, je ne suis pas Marseillais, mais je suis niçois. Personne n'est parfait. Non, personne n'est parfait. Et j'ai passé 5 ans au New York Stock Exchange, qui est le grand concurrent de Nasdaq, et puis je suis revenu. Et l'une des grosses différences entre les bourses américaines et le projet d'Euronext, c'est que nous on est présent partout en Europe, mais on est également présent partout en France. On est présent à Lyon, à Nantes, à Aix-Marseille, et puis évidemment au Portugal, en Belgique, aux Pays-Bas, en Norvège, en Irlande, etc. Et parce qu'on croit que on est convaincu que la chaîne de financement, elle démarre très très tôt. Et donc, il n'est pas question que la bourse arrive tout à la fin pour capturer la valeur des décacornes quand il faut sortir des fonds. La bourse, ça démarre très très tôt. Et ça démarre par ce qu'on appelle en fait un écosystème. Et donc, l'argent public souvent amorce la création de l'innovation et des startups. Alors, pas uniquement et pas forcément directement, mais ça commence souvent avec l'argent public. Et en France, on a beaucoup de chance parce que entre les différents projets autour de BPI France, on est quand même extrêmement bien placé en Europe pour amorcer, pour initier et pour incuber. BPI France a injecté 45 milliards dans l'économie française en 2020, et on parle évidemment du plan de relance de 7 milliards dédiés aux projets numériques. C'est très très important parce que c'est le début de cette chaîne de financement. Alors certes, on part un peu plus en retard, avec du retard par rapport au GAFA, vous l'avez dit, mais c'est pas pour ça que les prochaines technologies, les prochaines innovations ne peuvent pas rester dans une Europe souveraine. Et c'est un peu le rôle qu'on donne à la bourse. Donc derrière cet amorçage par l'argent public, il y a la présence des fonds de VC et des fonds de private equity. Et ce qu'on voit, c'est que c'est contre-intuitif, c'est que l'année dernière, en 2020, malgré la crise Covid, avec l'accélération de la digitalisation, on a eu un record de 40 milliards d'euros de capital investi sur la tech européenne par les fonds de VC et les fonds de private equity. Alors c'est
très très bien, c'est en progression par rapport aux années précédentes. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y a aussi ce qu'on appelle des mega rounds, donc c'est-à-dire des tours de financement qui touchent 100 à 250 millions d'euros. Et il y a 20 ans, on n'aurait jamais vu ça. Quand on avait besoin de chercher 100 ou 250 millions d'euros il y a 20 ans, on allait chercher uniquement en bourse. Aujourd'hui, vous avez le choix et vous pouvez les chercher auprès de fonds européens. Et ça contribue à cette diversification et à ce support et cet accompagnement des sociétés européennes dans la tech pour qu'elles restent en Europe, qu'elles développent leur propriété intellectuelle en Europe et qu'elles deviennent des concurrents aux GAFA. Ensuite, une fois que vous avez financé vos entreprises avec ces tours de financement-là, il faut penser à ce qu'on appelle l'exit. Et donc l'exit, c'est la sortie des portefeuilles pour que les fonds puissent faire de la rotation de leur portefeuille, faire leur profit, réallouer l'argent auprès des nouvelles entreprises qui viennent d'émerger. Donc les exits, ça peut aller soit en bourse, donc c'est ce qu'on appelle l'introduction en bourse, l'IPO. Un exit, ça peut être aussi un rachat industriel, on appelle un trade sale. Alors c'est là où c'est dangereux, parce que les trade sales qui sont faits en Europe auprès des grandes capitalisations européennes, eh bien, on garde la propriété intellectuelle et l'innovation en Europe. Et les trade sales qui sont faits par Google, par Amazon, etc., c'est certainement très très bien pour les fondateurs et pour le déploiement de la technologie qu'ils ont fondée, mais c'est une fuite, c'est plus la fuite des cerveaux, c'est la fuite de l'innovation et de la propriété intellectuelle. Donc nous, chez Euronext, on est là pour s'assurer que les exits se passent notamment en bourse, quand les sociétés sont prêtes, quand elles ont la bonne taille. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a développé des compartiments technologiques qui sont extrêmement florissants, qui arrivent à capturer à la fois des PME, mais aussi des licornes ou des décacornes. Et donc sur 2020, on a accueilli 52 entreprises tech sur Euronext, donc ce qui est un bon chiffre, hein, dont 10 à Paris. Et la croissance de ces entreprises-là a été financée à niveau de 3,3 milliards d'euros, ce qui est pas mal du tout. Alors c'est bien, mais ce n'est pas encore tout à fait assez pour faire un Nasdaq européen, même si le ministre ce matin, cet après-midi, Cédrico a dit on approche du moment où une décacorne rentrera dans le CAC 40. On approche, mais ce n'est pas tout de suite quand même. Non, et alors je vais vous donner quelques chiffres qui nous montrent la falaise à franchir. Le top 10 des IPO aux États-Unis a levé 111 milliards d'euros contre 32 milliards d'euros l'année dernière. Donc en fait, il y a encore beaucoup de travail à faire pour attirer les investissements et pour s'assurer que non seulement les VC et les fonds de pré-IPO sont là, et aujourd'hui ils répondent présents en Europe, mais aussi les investisseurs plus classiques, plus institutionnels, qui ont traditionnellement un appétit pour le risque moindre en Europe qu'aux États-Unis. On a besoin d'eux, on a besoin qu'ils viennent plus souvent, qu'ils prennent un niveau de risque qui soit légèrement supérieur que ce qu'ils n'ont aujourd'hui pour accompagner la croissance de ces entreprises-là. Donc quand je me regarde, je m'inquiète. Quand je me regarde, je veux dire, je me rassure. Quand je me compare, je m'inquiète quand même encore. Écoutez, je pense qu'il faut être très réaliste. On a des infrastructures qui vont bien. Néanmoins, il y a encore du travail à faire. Anthony, et on parle des valorisations. Est-ce qu'on peut vous demander de dire un tout petit mot aussi, désolé, le temps passe, mais on voulait en parler avec vous, ce phénomène qu'on appelle les SPAC, c'est-à-dire les Special Purpose Acquisition Companies, qui sont en train d'arriver aux États-Unis aussi en Europe, et qui pourraient apporter là aussi des réponses assez risquées. Dans cette période un peu de bulle technologie, il y a beaucoup d'investisseurs qui proposent ce type de solution. Absolument. Alors, le SPAC, c'est un véhicule qui est pas nouveau, hein. Il existe aux États-Unis depuis longtemps. Il existe sur Amsterdam. Il existait en Italie. C'est un fonds qui lève des investissements sur la réputation de ses sponsors et sur un projet d'acquisition. Et le fonds, en général, devra retourner les investissements des gens qui ont participé à ce fonds-là s'il n'exécute pas sa stratégie au bout de 2 ans, par exemple. Donc, les SPAC, en réalité, c'est un pont entre les marchés privés et les marchés boursiers.
Et donc, nous, on trouve que c'est une bonne innovation. Par rapport à l'Angleterre et à la City de Londres, on arrive à attirer en Europe, et notamment sur Amsterdam, sur Euronext Amsterdam, l'essentiel des projets de SPAC en Europe, et il en a une bonne partie. Ça fait quasiment la une des journaux tous les jours en ce moment. Et ça montre qu'on peut aussi utiliser l'argent de disponible pour faciliter justement la consolidation du secteur ou la formalisation du fait qu'on veut que ces entreprises-là, les entreprises qui seront acquises ou qui fusionneront avec le SPAC, pourront rester en fait en Europe. Et donc, quand on parle de souveraineté numérique, il faut parler du financement de la souveraineté numérique, évidemment, et le SPAC est un véhicule qui fait partie de l'arsenal pour garder nos entreprises en Europe. Merci beaucoup, Anthony. Merci d'avoir été avec nous. Je voudrais demander à Sophie Proust, parce que Atos est un des grands groupes de technologie. On pourrait dire que c'est un de nos GAFA, enfin pourrait l'être. Comment est-ce que vous voyez effectivement avec cette arrivée, le calendrier d'arrivée de ces grandes innovations, vous avez décrit, l'intelligence artificielle, ça va changer le monde, y compris notre vie personnelle, ça va rentrer dans nos vies dans les années à venir. C'est déjà un peu là d'ailleurs dans nos smartphones. Le quantique, même si personne ne sait très bien ce qu'on met derrière ça, ça va également changer tout un tas de technologies et vous êtes au cœur de ça. Donc, est-ce que Atos peut se dire, voilà, j'ai un avenir, il y a de l'argent, je vais pouvoir financer et devenir une grande entreprise de la tech? Alors oui, nous le sommes déjà, hein. Mais effectivement, je pense que les financements, c'est fondamental pour plusieurs aspects. D'abord, apporter de l'argent, parce qu'on est dans une concurrence mondiale. On a vu, hein, aux États-Unis, en Asie, il y a des financements très importants. Les Donc, chercheurs se payent de plus en plus cher. Voilà, absolument. Et puis, l'autre partie intéressante du financement, c'est que ça nous fait travailler en consortium. Et donc, on travaille en équipe, en écosystème, avec des industriels, mais aussi des gens de la recherche, des startups, etc. Donc ça nourrit quelque chose de très intéressant pour la suite. Voilà. Merci beaucoup. Kevin, un mot sur peut-être cette idée de souveraineté qu'on peut acquérir effectivement en restant, ce que vous avez fait comme choix. Finalement, vous auriez pu vous vendre à des Chinois. Vous avez fait le choix de rester en France. La souveraineté, c'est l'emploi. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle doit nous permettre de cicatriser un certain nombre de parcours de formation, de ramener les gens qui sont éloignés de l'emploi à disponibilité, à disposition, et puis de faire grandir par l'exemple. Je prends par exemple sur cette Freebox Pro, on a intégré un petit module d'intelligence artificielle qui permet de changer le support. Tout le monde appelle le support de son opérateur quand ça ne marche plus. Ben là maintenant, c'est nous qui appelons le client. On récupère la data de la box et on sait exactement quand on fait ça. Et donc, je vous ai dit que l'usine d'assemblage était à Cherbourg, le centre de support est à Marseille et à Lyon. Et donc, ces emplois, plutôt que de les créer offshore, comme c'est le cas dans certaines industries, sont créés localement. Et on reprend le concept de Lionel, qui est que l'argent doit tourner dans un écosystème européen consolidé et que les technologies vont nous permettre de résoudre 3 sujets. Un lien social qu'il faut reconstruire, réinventer, être capable d'essaimer des entrepreneurs, parce que je suis persuadé, et ce sera votre thématique d'après, que les entrepreneurs sauveront la planète. Et puis un dernier point, c'est que tout ce qui est éco-responsable, c'est d'abord piloté localement. Et donc il y a des alliances industrielles à construire qu'on a eu bien du mal à mettre sur pied jusqu'alors. Lionel Canesi, juste un dernier mot sur, vous êtes senti un peu pessimiste et inquiet sur les risques de faillite. Bon, en même temps, cette crise est un peu schumpeterienne, elle fait disparaître des entreprises, mais elle peut en faire naître d'autres. Un mot d'optimisme, vous qui êtes au plus près du terrain, encourageant pour tous ces entrepreneurs qui nous regardent. Moi, je suis persuadé, et les chiffres actuels montrent que les entreprises se portent pas si mal, que nos chefs d'entreprise ont fait preuve de beaucoup d'agilité, se sont réinventés. Donc, moi, je suis persuadé que tous les oiseaux de mauvais augure qui annoncent des dépôts de bilan vont se tromper. Par contre, il y a un sujet qui me tient à cœur aussi. Si on parle de souveraineté, c'est le cloud souverain européen. Moi, en tant qu'expert comptable, je dois garantir à mes clients que les données que j'ai à disposition ne s'évaporent pas. Aujourd'hui, quand on a vu ce qu'un incendie dans un centre serveur peut provoquer. On en a déjà parlé avec Kevin, c'est quand même important. Demain, moi, j'ai une start-up comme cliente. Alors, il n'y a pas les brevets dans les comptes, mais il y a les clients, les fournisseurs, la marge, il y a quand même beaucoup de choses. Et dans la guerre économique qui arrive, ça serait quand même bien que le projet Gaia-X aille au bout et qu'on ait un véritable cloud souverain européen pour garantir les données françaises.
Voilà, ça sera l'objet d'un prochain et d'un futur débat. Merci à tous les quatre. Merci Anthony Attia depuis Euronext, depuis la Bourse de Paris, comme on disait autrefois à la télévision. Merci encore d'avoir été avec nous pour ce magnifique débat.